Oh putain, c'est quoi cet accident? Oh putain! Mais c'est le même accident. Imagine, tu peux remonter le temps, mais que de quelques secondes. Bah ouais, c'est pas assez pour faire grand chose. Bah ça, c'est le début de Erased. Salut les Geekonus, on se retrouve cette semaine pour parler d'un manga qui remonte un peu le temps, enfin au début, mais qui met une belle clacasse quand on plonge vraiment dedans. Et comme toujours, à la fin de l'épisode, retrouvez la dose geek avec le très attendu Spider-Man Brand New Day. On filera aussi dans l'espace avec Batman Off-World et on terminera notre épopée avec Avatar, Aang, le dernier maître de l'air. Mais tout d'abord, parlons d'Erased. Et si au lieu de pouvoir changer toute votre vie, vous étiez renvoyé quelques minutes en arrière, juste assez longtemps pour comprendre qu'un drame va se produire, mais pas forcément assez pour l'empêcher. C'est con quand même. Bah c'est le point de départ d'Erased, ou Bokudake ga Inaimachi, dans son titre original, que l'on pourrait traduire par La ville où moi seul ai disparu. Plus simple de dire Erased. On y suit Satoru Fujinuma, 29 ans, aspirant mangaka, pas franchement couronné de succès, et donc livreur de pizza pour pouvoir payer ses factures. Et notre petit pépère, il a un truc, quand une tragédie est sur le point de se produire, et qu'il est présent, le temps recule de quelques minutes. Le temps recule de quelques minutes. Il appelle ce phénomène la rediffusion. Mais après un événement qui va le bouleverser, la rediffusion prend une toute autre ampleur. On passe de 2 minutes à 18 ans en arrière. Donc Satoru redevient un môme, celui qu'il était en 88, avec ses souvenirs d'adulte, et comprend qu'il peut éviter le pire, et que pour ça, il devra empêcher une série d'événements commis pendant son enfance. Vous aurez compris que c'est un thriller fantastique, et c'est écrit et dessiné par Kei Sanbe, prépublié au Japon dans le magazine Young Ace entre juin 2012 et mars 2016. Et ce qui est cool, c'est que l'histoire principale tient seulement en 8 tomes, c'est pas trop long, et c'est sorti en tomes reliés au Japon entre janvier 2013 et mai 2016, et chez nous, c'est donc Kiyun qui l'a sorti, et le premier volume est arrivé le 3 juillet 2014, le dernier le 26 janvier 2017. Et on a eu un volume complémentaire, Erased Re, qui arrivera le 24 août 2017. Donc il y a 9 tomes, mais le Re, il n'est pas indispensable. Et donc notre cher Kei Sanbe, qui nous vient de Hokkaido, région où se déroule une grande partie d'Erased, il a également été l'assistant principal de Hirohiko Araki, sur le légendaire JoJo's Bizarre Adventure. Rien que ça. Et il avait déjà signé quelques séries, presque toutes sorties en VF, quand même, faut le noter, du style Testaroto, Kamiyadori et sa suite, qui elle n'est pas sortie en France. Et puis après, il y a eu l'île de Otsuki, où des enfants abandonnés sont envoyés dans un établissement un petit peu perdu, et ils découvrent que les grandes personnes cachent quelque chose de particulièrement glauque. Après, il a fait dans le même genre Le berceau des esprits, une sorte de survival horrifique à bord d'un paquebot en train de couler. Alors le point commun entre toutes ces séries, c'est qu'il y a quand même pas mal de culottes, voire une absence de culottes parfois, mais au fur et à mesure, les habits se font de moins en moins rares, jusqu'à arriver à Erased, où là, étrangement, ça va être son plus grand succès jusque-là, et ça correspond au moment où ces personnages sont habillés. Comme quoi ça fait pas tout de mettre des personnages à poil. Bon, au-delà de ça, on cerne aussi qu'il a des sujets de prédilection, notamment des jeunes plongés dans des situations où les adultes sont pas très fiables. Il aime bien mettre une menace difficile à identifier, et des personnages forcés d'être ultra réactifs pour se dépatouiller de la mélasse dans laquelle ils sont embourbés. Après Erased, il enchaîne avec l'excellent Echoes, toujours un thriller, toujours construit autour de traumas, de liens familiaux et de souvenirs douloureux. Et après, il y a eu Reflection, le seul manga qui n'est pas chez Kiyun depuis 2010, mais chez Pika. Faites ce que vous voulez de cette info, je vous la place là. Et là, depuis le 19 mars de cette année, donc 2026, je dis ça pour les gens du futur, on vient de découvrir la 13e piste, et là c'est revenu chez Kiyun. Une série terminée au Japon, avec un 7e tome publié le 10 mars de cette année, et nous on vient d'avoir le 2e tome. Et en lisant la 13e piste, j'ai immédiatement retrouvé Erased. D'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé à l'époque, dans une dose geek, pas parce que Sanbe raconte 2 fois la même chose, mais parce qu'on retrouve ce jeu avec le temps,
il y a encore une famille menacée, puis il a une manière de transformer une scène quotidienne en moment un peu inquiétant. Et même graphiquement, j'avais oublié à quel point sa patte était reconnaissable. Les regards, les visages un peu ovales, pas vraiment émaciés parce que les traits restent doux, avec des yeux immenses, et même les cheveux, je trouve qu'on reconnaît sa patte, voilà, juste sur les cheveux, quoi. Bref, au Japon, en ce moment, c'est Snowdrop, je vais pas dire la suite du nom parce que c'est imprononçable, et là-bas, c'est sorti depuis novembre 2025, en pré-publication, et le premier tome, Relié, est sorti le 25 juin 2026, très récent, donc il est vraiment hyper actif, notre petit pépère. Par contre, je me demande s'il a abandonné Otogi no Hako no Reto, un truc fantastique qui était lié à une communauté Ainoue. Donc Ainoue, c'est tout en haut, c'est une communauté du nord du Japon, hein, qui doit lui être chère parce que lui, il en vient. Même si je pense pas qu'il fasse partie des Ainoue, mais il a dû entendre quelques légendes. Bref, en tout cas, il y a 4 tomes de ce manga, mais je vois pas de suite, et pourtant, c'est toujours notifié comme en cours. Bon, nous, on est là pour parler d'Erased. Alors c'est quoi vraiment Erased? Au début, Satoru est un type plutôt effacé, qui ferait bien être mangaka, mais ses projets sont refusés parce qu'ils sont pas vraiment ouf, et qu'il dégage rien de vraiment personnel. Il dessine, il travaille, mais il vit un peu en autarcie. Et malgré son pouvoir, la rediffusion, bah c'est pas un héros. Il est très loin d'être sûr de lui, le loulou, hein, mais il cherche quand même le détail anormal quand un truc se produit pour tenter d'empêcher le pire. C'est un bon gars, quoi. Après un accident, sa mère, Sachiko, vient quelque temps s'installer chez lui. C'est une ancienne journaliste, alors forcément, elle possède un sens de l'observation non négligeable, et justement, elle remarque un homme qui semble vouloir enlever une enfant. Eh bien, la petite dame, elle relie ça à une série d'enlèvements et de meurtres survenus à Hokkaido en 1988. Sauf que, en se rapprochant de la vérité et de l'identité du coupable, il lui arrive une petite bricole. Bricole qui mettra Satoru dans la sauce et qui le choquera tellement que la rediffusion va le ramener un tout petit peu plus en arrière que d'habitude en 1988. Il a fait un bond de 18 ans en arrière, il se retrouve à l'âge de 10 ans, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il pense toujours comme l'adulte de 29 ans qu'il était il y a à peine quelques secondes plus tôt. Alors oui, je sais, 10 ans, 29 ans, ça fait 19. Mais on passe bien de 2006 à 88. C'est juste que on revient avant son anniversaire au petit doudou, là. Donc, ça fait bien 18 ans. Ça lui permet d'être plus attentif aux détails et de faire jouer son expérience, hein, il est quand même adulte maintenant, pour comprendre pas mal de choses en vrai, notamment que la première victime, c'était une camarade de classe, Kayo Inazuki. Il se souvenait que la petite Kayo était toujours seule, c'était un peu triste, hein, mais là il remarque, c'est bleu, il voit bien que si elle reste silencieuse, c'est pas pour rien, et surtout, il voit la violence que lui fait subir sa propre mère. Et évidemment, Satoru se rapproche d'elle, l'invite avec ses amis, et tente de modifier les événements pour éviter qu'elle ne se fasse enlever. Normal. Et il faut que je dise que leur relation, c'est probablement ce que je préfère. Tout autour d'eux est froid, il y a de la neige tout le temps, hein. Hokkaido c'est le nord du Japon, donc c'est pas le plus chaud, hein. On n'est pas à Okinawa quoi. Et autour d'eux, l'ambiance est dure, et parfois même franchement violente, et au milieu de ça, leurs échanges sont incroyablement doux. Satoru lui offre une présence. Kayo, elle l'oblige à plus rester un simple spectateur dans sa propre vie, quoi. Mais sa première tentative échoue, Kayo disparaît, Satoru revient brutalement en 2006, et il est toujours accusé pour un crime qu'il n'a pas commis. La fameuse sauce. Mais autour de lui, il y a aussi Aeri, personnage très très cool aussi d'ailleurs, qui est sa collègue à la pizzeria, qui est peut-être la seule personne à croire en lui. Et quelqu'un va s'en prendre à elle aussi, donc Satoru comprend que le tueur de 88 est toujours actif dans le présent. Une nouvelle rediffusion le renvoie dans son enfance, et là, il arrête de vouloir tout faire solo, hein. Il implique un pote à lui, Kenya, et embarque en même temps tous ses camarades. Il accepte l'aide de sa mère et crée autour de Kayo une sorte de réseau de protection, aussi bien pour son enlèvement que pour son environnement familial. Mais si seulement les choses étaient aussi simples. Eh ben non. Il va bien galérer le petit père, enfin lui et ses potes, hein, ils vont bien galérer, et c'est justement ça qui fait que c'est un excellent page-turner. Du coup, Satoru, quand l'histoire commence, c'est pas un raté, mais disons qu'il est dans le creux de la vague, quoi. Il est pas charismatique pour un sou,
ni très démonstratif, et son pouvoir lui tombe sur le coin de la gueule sans qu'il le demande. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il se remet en question, tant sur le plan personnel qu'émotionnel. Et il est prêt à perdre, dans tous les sens du terme, pour sauver les autres. Et attention, je dis pas que c'est un anti-héros ou un loser magnifique, c'est beaucoup plus subtil et ça le rend bien plus proche de nous, justement. En vrai, mon perso préféré, c'est Sachiko, la daronne. Elle est trop cool, intelligente, drôle, attentive, mais elle n'est pas présentée non plus comme la mère idéale et parfaite. Elle chambre son fils, elle cuisine, elle observe et elle agit. Et en fait, ce perso, dans un manga aussi froid, les repas qu'elle prépare donnent presque l'impression de retrouver un peu de chaleur. Je dirais pas non pour manger avec eux, ça a l'air réconfortant. Évidemment, il y a Kaio, qui est au centre de l'histoire en 88. Elle est méfiante parce que elle a appris que les adultes pouvaient mentir et faire du mal, mais elle reste une enfant qui voudrait simplement être traitée comme une enfant. C'est pas facile à lire parfois, mais justement, c'est ça qui fait tout le sel de Erased. Oui, c'est une histoire de science-fiction, à cause du pouvoir de Satoru, mais c'est ultra réaliste et brut, même brutal, dans ce que ça raconte. Et sa relation avec Satoru, elle est trop cool. Il essaye de la sauver, et elle lui apprend à ne pas traverser sa vie comme une sorte de fantôme. Et d'ailleurs, il y a un perso dont j'ai pas encore parlé, c'est Gaku Yachiro, un professeur dans l'école de Satoru et ses amis, et un peu comme la mère de notre héros, il est une sorte de repère pour les gosses. Alors il est surprenant, il n'a pas toujours les réactions qu'on aimerait qu'il ait, mais on lui fait confiance. Et puis, il y a tout l'entourage de Satoru. Dans le présent, c'est surtout Airi, qui ne possède aucune preuve magique, mais elle refuse de croire que Satoru est l'homme décrit par la police. Il y a Kenya, lui c'est l'enfant le plus lucide du groupe. Il remarque que Satoru a changé et il devient son allié le plus solide, je pense. Et enfin, un autre dont j'ai pas encore parlé, Jun Shiratori, surnommé Yuki, qui est un mec super cool. Il est plus vieux que les enfants, mais c'est encore qu'un jeune adulte. Et lui, il va en baver. A raison? Peut-être, peut-être pas. Va falloir le lire, allez savoir. Erase, c'est pas vraiment un manga spectaculaire, mais c'est dur, froid et violent. Et quand je dis violent, le plus marquant, c'est au niveau psychologique. Cette violence, elle est sinueuse. Elle s'infiltre un peu partout, dans l'attente, dans les bleus que Caillot tente de cacher, dans une maison où un enfant sait jamais trop quand le prochain coup va lui tomber dessus, ou dans le moment où Satoru comprend qu'il a peut-être échoué. La neige étouffe les bruits, vide les rues et rend les décors presque immaculés. Ça rend d'autant plus percutant l'horreur quand elle pointe le bout de son nez. On se fait une image de l'enfance, généralement, j'ai bien conscience que c'est pas toujours le cas, comme quelque chose de chaleureux, d'innocent, avec une certaine insouciance, mais la Sambé la représente plus comme un lieu désert où un truc peut sortir de nulle part pour taper. Et c'est pour ça qu'un petit déj ou un repas préparé par Sachiko, ça devient un vrai refuge. Alors oui, c'est vrai, son dessin fera peut-être pas l'unanimité, certains visages se ressemblent, les yeux paraissent parfois très grands, légèrement désaxés, et les expressions peuvent sembler peut-être un peu rigides, mais c'est aussi un trait immédiatement reconnaissable, extrêmement efficace pour installer un doute, prolonger un regard ou faire sentir qu'un personnage vient de voir quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû voir. Et surtout, c'est des visages qu'on pense tous innocents. Il arrive à mettre juste le bon détail au bon moment pour qu'on comprenne pas trop vite ce que les personnages ont en tête. Franchement, ça se lit super bien et je pense qu'on se fait très vite à son trait au final et le plus intéressant, ça reste l'histoire qui est vraiment hyper bien écrite. C'est pas pour rien qu'au Japon, Erase termine deuxième du manga Taicho en 2014 et reste sélectionné 3 années consécutives. En mai 2016, les 8 tomes avaient dépassé 4 millions d'exemplaires en circulation. C'est énorme. Et j'ai l'impression que ça a été pas trop mal reçu chez nous aussi. Alors peut-être pas autant qu'au Japon, je sais pas si les libraires le conseillent encore, moi je le fais, parce que c'est vraiment excellent. Je suis allé traîner sur Manga News, ils avaient quand même mis le tome 1 en top de la rédaction, et plusieurs volumes ont obtenu leur label top, et leurs critiques parlent d'un premier tome captivant. Bon, ils avaient surtout des réserves sur le dessin, on vient d'en parler, mais ils décriront ensuite Erase comme un grand succès critique et public. Quand même, c'est que ça doit pas être si mal. Déjà parce que Erased n'a pas inventé le voyage dans le temps. Mais par contre, il a su donner une certaine originalité dans son utilisation. La rediffusion
c'est pas un pouvoir pratique. Satoru ne choisit ni le moment, ni la distance, ni le nombre de tentatives, il a juste une nouvelle chance et doit comprendre ce qu'on attend de lui. En vrai, il subit, hein. Parfois ça se passe bien, parfois les conséquences sont désastreuses. Le manga place aussi un esprit adulte dans un corps d'enfant sans lui donner l'autorité d'un adulte. Satoru peut analyser une situation, mais personne n'est obligé de le croire, quoi. Il doit convaincre sa daronne, ses potes ou les services sociaux avec la voix et la crédibilité d'un petit écolier. Le véritable pouvoir d'Erased, ce n'est peut-être pas de remonter le temps, c'est de voir ce que l'on avait choisi de ne pas regarder. Et si ça fonctionne autant et que le manga a eu un beau succès, forcément on a eu un animé. Anime qui compte 12 épisodes, produit par A1 Pictures et diffusé au Japon entre janvier et mars 2016. Il reste relativement fidèle pendant une grande partie de l'histoire, notamment pour le retour en 88 et la relation entre Satoru et Kaio. En revanche, il compresse fortement la dernière partie et propose une conclusion complètement différente. On retrouve l'ambiance, on retrouve les personnages forcément, mais je peux dire que ça perd son charme, en tout cas de mon point de vue, surtout quand on oublie d'y mettre des rebondissements ultra impactants. Donc perso, je vais pas faire plus long sur l'animé, parce que je suis pas très fan en vrai. Je reconnais que il fait le travail, et même très bien si vous avez la flemme de lire les 8 tomes, il est facile à mater quoi, mais la mise en scène m'a pas embarqué comme le manga. J'ai pas retrouvé exactement le froid, la lourdeur et le malaise créés par l'œuvre de Sanbe. Et il y a d'autres adaptations, ou suites, puisqu'on a eu par exemple, j'en ai déjà parlé, un tome complémentaire, en manga Erased Re, signé Kei Sanbe, qui revient sur certains personnages et les années où Satoru était absent. Et il y a aussi beaucoup d'Akeiga Inai Machi, Another Record. Là, c'est une sorte de roman spin-off écrit par Hajime Ninomae, qui se déroule après l'histoire principale et qui nous permet notamment d'entrer dans la tête du meurtrier à travers ses écrits. Ça, j'avoue, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais en vrai, je dirais pas non. Encore faudrait-il qu'il soit dispo en France. En 2016, il y a eu un film en live action, puis une série live japonaise de 12 épisodes proposée par Netflix en décembre 2017. Il y en a eu des choses, mais si j'en parle pas plus, c'est que bon, on peut rester concentré sur le manga, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein. Ça se trouve, vous avez adoré les films, tant pis. Erased, c'est l'histoire d'un homme qui remonte le temps pour sauver des gens. Mais c'est surtout celle d'un type qui comprend qu'il ne peut plus rester à côté de sa propre vie. C'est parfois profondément injuste, la partie consacrée à l'enfance est vraiment la plus difficile, mais aussi la plus prenante, parce qu'au milieu des violences, des disparitions et de cette impression de mauvais rêve, Kei Sanbe construit des relations extrêmement douces, Satoru et Kaio, Satoru et sa mère, Satoru et ses amis. Alors je voudrais absolument pas être à leur place, mais j'aime bien passer du temps avec eux. Je peux dire que Erased, c'est un thriller qui sait exactement où appuyer. Finalement, c'est un manga qui pose forcément la question de ce qu'on serait prêt à perdre pour sauver les autres, mais c'est surtout un manga qui finit par regarder droit devant lui, alors qu'au début, Satoru passait son temps à détourner le regard. Avant de passer la dose geek, je veux bien un coup de main avec un pouce levé, un abonnement ou un commentaire. Un gentil commentaire de préférence. Ça pousse forcément la chaîne et ça me motive de dingue les petits potos. Bon, une belle dose geek en perspective aujourd'hui, entre Spidey qui fait son grand retour au Cinoche, Aang qui aurait mérité d'y être, et Batman qui fait un petit voyage cosmique, on a de quoi s'en mettre sous la dent. Et on commence par le voyage de notre Batou chéri avec Batman Off-World. C'est Jason Aaron au scénario, Dune Mankey au dessin, Jaime Mendoza à l'ancrage et David Baron aux couleurs. C'est chez Urban Comics, forcément, et c'est en un seul volume, sorti il y a 1 an à peu près, ça dormait dans ma pile à lire depuis le 22 août 2025, il était temps que je le lise. On retrouve un Batman encore relativement jeune dans sa carrière, il maîtrise déjà plutôt bien les petites frappes de Gotham, jusqu'au jour où il tombe sur un adversaire venu de l'espace. Et là, notre chauve-souris adoré réalise un truc. Il a passé des années à s'entraîner partout sur Terre pour être prêt à affronter à peu près n'importe qui, ou n'importe quoi, mais si demain un extraterrestre décide de débarquer à Gotham, il est pas prêt du tout. Bon alors faut imaginer que l'extraterrestre, c'est pas E.T. non plus. Donc, comme à son habitude, il a une réaction parfaitement raisonnable. Il part dans l'espace pour apprendre à taper des aliens. Voilà. Sauf qu'évidemment, une fois là-haut, tout se passe pas comme prévu. Batman se retrouve confronté à des sortes d'esclavagistes intergalactiques,
des mercenaires, des créatures extraterrestres en tout genre, et tout un univers dans lequel il connaît absolument aucune règle. Et Batman, oui, c'est un justicier souvent solitaire, mais il aime se faire des copains pour ses soirées BDSM, donc il va se faire des potes, à commencer par Ion, une chasseuse de primes du cosmos, sexy. Bah oui, dans Batman, faut être sexy sinon tu passes pas le casting. Après on a Punchbot, un robot dont la fonction est littéralement de se faire tabasser, et même un énorme loup alien métallique particulièrement sympathique. Il mange plus des gens que des croquettes, le petit toutou de Batou. Non mais Batman dans une sorte de space opéra, au début on se dit que c'est trop. Puis en fait, balèque, on rentre dedans, on se laisse porter, et ça marche. Le quatuor est attachant, Batman galère, il y a de la bagarre, des gros vaisseaux, comment vous voulez qu'on n'aime pas. Bon, si, en fait je comprendrais que ça en fasse un petit peu trop et que certains restent sur le pas de la porte, mais moi je suis monté à bord et j'ai kiffé le voyage. Batman morfle, Batman apprend, Batman tape, Batman perd, Batman continue d'apprendre, et spoil, Batman gagne. Ah oui, c'est Batman, il va pas perdre. Donc ça n'invente rien, sauf que cette fois on lui fait faire tout ça à plusieurs années-lumière de Gotham. Ça change pas mal de choses. Les décors sont cool, les scènes d'action sont efficaces, les dessins sont beaux, c'est Batman. Oui, je suis peut-être un peu fan de Batou. Bon. Une histoire simple et coolax qui m'a bien plu, quoi. Ça donne surtout une parenthèse complètement improbable, mais franchement rafraîchissante. Doug Mahnke prend un plaisir évident à inventer tout un bestiaire, et Jason Aaron assume complètement l'absurdité du concept. C'est pas LE Batman que je vais conseiller à tout le monde, hein, pour découvrir Batman en tout cas, mais si comme moi, vous aimez déjà beaucoup Batou, et que vous avez envie de le voir se battre contre absolument n'importe quoi, c'est très cool. Bon, on passe à la suite, avec Avatar, Aang, The Last Airbender, ou La légende de Aang. Le film est disponible en France sur Paramount+, donc faut avoir un abonnement sur Amazon, depuis le 25 juillet 2026. C'est peut-être aussi sur Canal, du coup. C'est le premier long métrage d'Avatar Studios. Il est réalisé par Lauren Montgomery, vétérane de la franchise, avec William Mata et Steve Hahn à la co-réalisation. Le scénario est notamment signé par Tim Hedrick et Christopher Yost, avec Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, toujours très impliqué dans la production. Alors ici, on retrouve Aang et ses potes 13 ans après la guerre de 100 ans. Aang a bien grandi, il est plus sage, il est ultra stylé, et il fait des bisous. Hé hé, le petit bonhomme là. Bah oui, il est toujours en couple avec Katara, Zuko est devenu seigneur du feu, Toph est toujours Toph, donc forcément c'est la meilleure, et Sokka, bah c'est toujours Sokka. Sauf que Aang reste confronté à un problème un peu compliqué pour lui, il est toujours le dernier maître de l'air. Il a sauvé le monde, mais ça n'a pas ramené son peuple. Il a un truc un peu plus nostalgique maintenant que c'est un grand garçon. Jusqu'au jour où il découvre l'existence de Taga, un autre maître de l'air qui se réveille après avoir passé un très long moment prisonnier de la glace. Oui, ça peut rappeler quelqu'un. Et avec lui apparaît donc l'espoir de retrouver un ancien artefact, le bâton de l'avatar Sonam, qui pourrait permettre de faire renaître la nation de l'air. Aang reforme donc la petite équipe avec Katara, Sokka, Toph et Zuko pour partir à sa recherche, et ils sont accompagnés du monsieur plein de muscles, monsieur Taga. Évidemment, ils sont pas seuls. Il y a les Évincés, un groupe de non-maîtres qui convoitent lui aussi le bâton de Sonam, et la petite chasse au trésor va rapidement devenir nettement plus mouvementée. Et la première chose que je me suis dit en voyant ce film, c'est mais pourquoi c'est pas au Cinoche? Franchement, c'est incroyable, c'est ultra beau, tout est beau, les paysages sont dingues, les décors, les textures, l'équipe avec Toph, Aang, Katara, Zuko et Sokka est très cool, les voir plus grands, les voir balèzes, et ce nouveau perso, la Taga, il est très stylé, même les nouveaux antagonistes, hein, les évincés là, ils sont stylés aussi, bon, ils font pas vraiment peur, mais c'est pas grave, on kiffe quand même. Il y a un petit côté arcane d'ailleurs, hein. Je pensais que ça pouvait être une inspi pour l'animation et pour certains persos, et j'ai vu justement que Brian Konietzko explique qu'ils ont regardé Arcane et Spider-Verse quand ils ont réfléchi au style du film. Bon, ils ont finalement préféré garder les personnages dessinés à la main, et tant mieux, parce que du coup ça reste vraiment Avatar. C'est toujours l'univers graphique qu'on connaît, mais avec des moyens de long métrage. Des personnages dessinés en 2D et des environnements enrichis en images de synthèse, beaucoup de profondeur, des paysages immenses et des combats extrêmement fluides. Ça reste drôle, chaleureux et aventureux,
mais Ang adulte apporte quelque chose de un peu plus mélancolique autour de son peuple disparu et de sa place dans le monde. J'ai vu un article du Guardian qui estime que le film méritait une véritable exploitation en salle, donc on est bien d'accord sur ce point, hein. Et même les critiques les plus mitigées, que j'ai pu lire, s'accordent généralement sur un point: visuellement, c'est magnifique. J'ai fait le curieux et je suis allé voir sur Allociné. Les notes sont également plutôt positives, avec un 3,9 sur 5 au moment de ma vérification, et c'est exactement pareil sur Letterboxd. L'histoire, on l'a déjà vue 1000 fois. Mais je vais répéter un truc que je dis de temps en temps, une histoire n'a pas besoin d'être révolutionnaire pour être bonne. Quand c'est beau, bien raconté, juste touchant, et que j'aime passer du temps avec les personnages, ça me suffit largement. Bref, j'ai adoré les retrouver, et maintenant, j'attends Avatar Seven Heaven avec impatience. Et là, on a une date officielle, le 9 octobre 2026, toujours sur Paramount+, donc on va surveiller ça de près. Allez, on va terminer cette dose geek avec le gros morceau Spider-Man Brand New Day, qui est réalisé par Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, qui était très cool, sur un scénario de Chris McKenna et Eric Sommers. C'est toujours la coproduction Columbia Pictures, Sony Pictures et Marvel Studios, avec Kevin Feige et Amy Pascal, toujours en producteur. En France, il est sorti au cinéma le 29 juillet 2026, 2 jours avant la sortie américaine, et évidemment, ça n'aura échappé à personne, c'est avec Tom Holland, qui renfile le costume de l'araignée et celui de Peter, avec Zendaya, Jacob Batalon, mais aussi John Bernthal en Punisher, Mark Ruffalo et Sadie Sink. On commence le film 9 mois après le précédent, et on a un beau training montage qui nous mène visiblement 4 ans après No Way Home. Où je le rappelle, désolé si vous l'avez pas vu, je vais spoiler, mais bon là il y a prescription, mes petits lapinous. À la fin, tout le monde a oublié Peter Parker. Et quand lui retrouve MJ et Ned, il choisit finalement de les laisser en dehors de sa vie pour les protéger. C'est son choix pour ne pas revivre une mort comme celle de May, donc il aura plus vraiment d'entourage du coup. Et notre bonhomme s'est donc retrouvé complètement seul dans son petit appart new-yorkais, sans MJ, sans Ned, sans May, mais avec Ivy, son IA perso, et son imprimante 3D qui répare les costumes. Ciao Peter, il vit pour être 100% du temps Spider-Man. Et pour le coup, Spider-Man, il commence à être sacrément bon dans ce qu'il fait. Il patrouille, arrête des criminels, bricole son matos. Il ressemble vraiment à Spidey, je veux dire celui des comics quoi, pas le héros qui sauve le monde entier, mais celui qui sauve son quartier, et c'est déjà énorme. Sauf que forcément, vivre uniquement pour le costume, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Et lui, il a pas oublié tous ceux qui l'ont oublié. Et MJ, il l'a encore bien en tête. Alors quand il croise Ned dans une échoppe, ça lui fait tout drôle au petit gars, et ça le renvoie encore plus dans sa solitude. Sauf que ce choc, cette pression, commence à avoir des conséquences assez étranges sur son corps et ses pouvoirs, qui deviennent bien plus organiques, et en même temps, il y a une série de crimes qui vient foutre un sacré bordel à New York. Et au milieu de tout ça, Peter va notamment croiser la route d'un certain Frank Castle, alias le Punisher. On va dire que c'est deux approches de lutte contre le crime pas franchement identiques, donc forcément, ça fait quelques étincelles. Et Punisher, il est pas juste là pour jouer avec ses gros pistolets, parce qu'il est cool avec un flingue, Ce qui marche vraiment avec Frank, c'est que lui aussi, c'est un mec complètement seul. Sauf que contrairement à Peter, il l'a pas choisi. Peter pourrait très bien aller voir MJ, Ned, essayer de reconstruire quelque chose, mais il s'interdit de le faire parce qu'il pense les protéger. Frank, sa famille, elle est morte. Lui, s'il avait encore le choix, évidemment qu'il retournerait les voir. Et ça donne beaucoup plus de poids à leur duo. Ils combattent le crime de deux façons diamétralement opposées, mais surtout ils gèrent leur souffrance de deux manières différentes. Et Frank Castle, qui devient même involontairement le mec qui apprend quelque chose à Peter sur les relations humaines, ça, je l'avais pas vu venir. Bref, après le multivers, les 3 Spider-Man, les grands portails magiques, retour à un Peter beaucoup plus seul, beaucoup plus urbain, et surtout beaucoup plus Peter Parker. C'est plus sombre, plus mature et surtout beaucoup plus street level que les précédents films de Tom Holland. On retrouve New York, les petites rues, les bastons à hauteur d'homme, et un Peter qui prend cher physiquement comme émotionnellement. Cretton mélange effets numériques et davantage d'éléments pratiques, avec des combats très mobiles tout en laissant énormément de place à la solitude du personnage,
Et franchement, ça rend trop bien à l'image. Eh bah écoutez, ça fait tellement de bien d'avoir de nouveau un film Marvel qui tient vraiment la route. Peter est enfin Peter. Il est plus juste le sidekick d'Iron Man. Il est plus le troisième Spider-Man, au milieu de Tobey et d'Andrew. Il existe enfin vraiment par lui-même. Et Tom Holland l'incarne à merveille. En plus, là, j'ai eu le temps de le digérer. Je l'ai vu il y a un peu plus d'une semaine, 10 jours, et il est encore très présent dans mon esprit. Souvent, quand on parle trop vite, la vie il peut être un peu biaisée par l'engouement de la découverte. Et avec le recul, on se rend compte que c'était pas si ouf. L'effet ultra fan service de No Way Home, quoi. Que j'ai exactement vécu comme ça, et qui finalement est maintenant le Spider-Man que j'aime le moins, en version ciné évidemment, côte à côte avec le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Je sais que ça, tout le monde sera pas de mon avis. En fait, faut pas faire de 3, faut directement passer au 4. Le film parle de solitude. Il le fait avec des très gros sabots, mais ce sont des gros sabots bien décorés, confortables, pas trop vulgaires, ni trop tape à l'œil, donc moi ça me dérange pas de les enfiler et de marcher avec. Et les acteurs, franchement, John Bertal, Tom Holland, le duo Punisher-Spidey, ça marche étonnamment bien. Zendaya a enfin de quoi jouer, parce que bon, dans les autres, elle est pas très intéressante. Et Sadie Sink, elle est trop bien, elle. C'était déjà ma chouchoute dans Stranger Things, elle m'avait assez plu dans The Whale, même si c'était un petit rôle, ça restait un rôle important, et très loin du grandiloquent des deux autres que je viens de citer. Mais là, elle déploie son talent avec brio, et qu'est-ce que c'est cool à voir. Et surtout, ça marche trop bien avec Tom Holland, qui lui aussi n'est plus juste là pour faire des cabrioles, il est plus profond, plus seul, c'est le thème du film, on l'aura compris, hein, mais aussi il est plus dur avec lui-même. Bon là, gros spoil que vous avez déjà vu ou entendu un peu partout, donc pas si spoil que ça, parce qu'en fait elle joue Jean Grey, notre petite Sadie, et rien que ça, c'est quand même une sacrée porte qui vient de s'ouvrir pour les X-Men dans le MCU. Mais surtout, ils l'introduisent pas comme la Jean Grey hyper puissante, sûre d'elle, membre historique des X-Men qu'on connaît, la première de l'école de Xav. Là, c'est une gamine, paumée, blessée, qui comprend pas complètement ce qu'elle est capable de faire et qui recherche sa sœur. Et encore une fois, elle est seule. Peter s'isole, Frank a perdu sa famille, Jean cherche désespérément la sienne. Ça parle avec de gros sabots de solitude, je vous l'ai dit, mais au moins les sabots sont cohérents. Et derrière tout ça, il y a Metzger et le Damage Control qui prennent pas mal de place dans l'histoire. Eux, je vais pas trop vous en parler parce que moi j'ai pas envie de vous dire qui fait quoi et pourquoi, mais disons que c'est toujours cette organisation gouvernementale chargée de gérer les incidents liés aux super-humains. Et pour le reste, je vous laisse découvrir ce qu'ils foutent dans cette histoire. Il y a aussi Bruce Banner et Yelena qui passent faire un petit coucou. Banner est plutôt bien utilisé parce que Peter vient chercher chez lui des réponses sur ce qui lui arrive, donc son apparition sert vraiment l'histoire, alors que Yelena, elle vient surtout mettre son nez dans ce qui se trame autour du Damage Control. Deux apparitions assez courtes, mais pas gratuites. Le thème, c'est donc être seul, comment on le vit, la solitude, et c'est pas juste être seul, mais comprendre pourquoi on l'est. Parce que parfois, on l'a choisi d'être seul. Ça peut même faire du bien. Moi, à Paris, j'aime bien parfois me sentir seul au milieu de la foule, marcher dans une ville pleine de monde sans avoir besoin de parler à personne, mais c'est un choix. Et surtout, quand j'ai besoin de monde autour de moi, je sais où aller et vers qui me tourner. Et ça, tout le monde n'a pas cette chance. Il y a des gens seuls, partout, même dans les villes les plus peuplées du monde. Des gens qui ont besoin de parler, mais qui savent pas à qui, ou qui pensent qu'ils doivent tout gérer tout seuls. Et c'est là que Peter se plante, parce que lui, il transforme sa solitude en punition. Il pense protéger les autres en les éloignant, mais il se fait surtout du mal à lui-même. Donc oui, parfois, faut savoir assumer sa solitude, quand on l'a choisie, essayer de la comprendre quand on l'a pas choisie, et quand elle commence à nous bouffer, essayer de la dépasser. Et souvent, ça commence juste par parler à quelqu'un. C'est pas révolutionnaire comme message, hein, mais franchement, dans un film de super-héros, raconté avec Peter Parker, Frank Castle et Jean Grey, moi ça m'a touché. Donc, quel film! C'est beau, les CGI sont maîtrisés, les dialogues sont justes, l'action est prenante, les acteurs sont tous au top, mais je veux ça tout le temps chez Marvel, moi. Et voilà, un petit Geekounew, on va terminer là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un barbu avec des griffes qui est peut-être un peu en bout de course. Si vous l'avez, vous le mettez en commentaire.
Et d'ici là, mes petits geeks et mes petites geekettes, geekez bien vos geekeries. Bisous bisous. Hasta la vista, baby.